Bonjour et bienvenue dans Histoire de changer, le podcast où on parle de changement. J'espère que vous avez bien aimé ces premiers épisodes et je tenais tout d'abord à vous remercier pour vos mots d'encouragement sur les réseaux sociaux. Ça me fait vraiment chaud au cœur, vous ne savez pas vraiment. Un grand merci aussi à mon chéri et à mes amis qui ont écouté les premiers épisodes avant leur diffusion et qui m'ont donné leur retour. Si les épisodes vous plaisent autant, c'est aussi grâce à eux. Si vous me suivez sur Instagram ou sur Facebook, vous avez vu que je fais un appel aux histoires. J'adore les histoires. Donc si vous souhaitez partager votre histoire de changement, vous pouvez me laisser un message, de préférence sur iTunes, parce que en fait ça fait remonter le classement sur le système et c'est particulièrement important au lancement d'un podcast. En tout cas, l'idée est de lire et partager vos histoires sur les prochains épisodes. Voici pour cette introduction un petit peu plus longue que d'habitude. C'est parti. Changes come, then changes go. There's always change. Seasons change, the time change, people change. In your pocket there is change. And nothing stays the same. Aujourd'hui, on continue avec la série sur nos habitudes. Et j'aurais vraiment voulu publier le reste de mes épisodes sur cette série cette semaine, mais je n'ai pas eu le temps et en plus je suis tombée un peu malade. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à alterner la série avec d'autres interviews que je voudrais partager avec vous. Et d'ailleurs, je m'excuse si ma voix est légèrement différente. En tout cas, dans les épisodes précédents, nous avons vu comment faire concrètement pour créer ou se débarrasser d'une habitude. Mais parfois, on sait qu'on a envie de changer, d'avoir une vie plus saine, plus productive et plus heureuse, mais on ne sait pas par quoi commencer ou comment commencer. Et dans ce cas, c'est bien de choisir un front de bataille et de hiérarchiser. Je le répète, notre temps et notre énergie sont limités et en général, il est assez compliqué de tout faire en même temps. Donc, ce que Gretchen Rubin propose est de commencer par ce qu'elle appelle les foundations ou les fondamentaux, à savoir bien dormir, avoir une activité physique régulière, bien manger et le rangement. Et ce n'est pas une surprise si améliorer ces 4 aspects dans notre vie sont parmi les résolutions les plus courantes qu'on va faire au nouvel an ou à la rentrée. Parce qu'en général, c'est vrai que si on se sent reposé ou si on bouge suffisamment notre corps et si on mange correctement, on a presque tous les éléments pour être physiquement en bonne santé. Et être en bonne santé est la base pour attaquer nos autres projets et passions avec enthousiasme. Et vous aurez remarqué que pour ces 4 aspects de notre vie, il y a des tonnes d'informations, il y a plein de listes de conseils pour nous aider à mieux dormir, à mieux manger, à faire du sport, à bien ranger. Et c'est vraiment super. Moi, je trouve que c'est super parce que ça veut dire que c'est un sujet qui est super important pour nous aujourd'hui. Mais j'aimerais dire 2 choses. La première, c'est que les solutions miracles n'existent pas. Notre corps et notre esprit ont besoin de temps pour digérer les expériences vécues. Donc, accordez-leur du temps pour qu'ils vous montrent des vrais changements. Donc, soyez patient. La deuxième chose, au risque de me répéter, c'est d'être conscient que vous êtes unique et que le mieux est de faire à votre sauce pour savoir ce qui marche sur vous. Accueillez tous ces conseils et tips avec un esprit ouvert, expérimentez et si ça ne marche pas pour vous, ne vous en faites pas et changez de stratégie. Le plus important, en fait, c'est de bien trouver votre rythme et vos routines, qui d'ailleurs peuvent changer en fait dans le temps, parce que même vous n'êtes pas la même personne qu'il y a un mois ou il y a un an. Et d'ailleurs, s'acharner sur une stratégie qui ne marche pas peut même avoir un effet nocebo. L'effet nocebo, en fait, c'est le contraire de l'effet placebo. Et donc, en fait, à force de vouloir absolument contrôler un aspect de notre vie, on finit par se faire mal. Donc, soyez à l'écoute de votre corps et de votre ressenti avant tout. Et c'est vrai que j'aurais pu faire un épisode entier sur chacun de ces 4 thèmes parce qu'ils sont passionnants et il y a plein d'informations. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord partager des informations sur l'importance de chacun de ces sujets et vous donner une petite liste de conseils que j'aime beaucoup personnellement et qui en plus reprennent les stratégies que nous avons vues dans les épisodes précédents. Et si jamais vous souhaitez écouter un épisode sur une de ces habitudes en particulier, je serais ravie d'interviewer une ou un expert dans la matière qui pourra en plus répondre à vos questions. Donc contactez-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse. Parlons d'abord du sommeil. Je ne peux plus compter le nombre de podcasts, de livres, d'articles ou de documentaires où on dit qu'en fait un bon sommeil est la base pour une vie plus saine et heureuse. Que ce soit pour réguler nos hormones, le stress, le poids, nos capacités cognitives, le système immunologique, la récupération après l'effort,
la digestion de nos émotions, en fait, le sommeil joue un rôle qui est clé dans tous ces fronts. Et c'est intéressant parce que, en fait, il y a quelques années, j'avais l'impression qu'il y avait une compétition pour savoir qui dormait le moins parmi les personnes les plus successful. Et du coup, on pouvait lire ou entendre que si on voulait être productif et avoir du succès dans la vie, il fallait sacrifier notre sommeil. Mais heureusement, cette tendance est en train de changer. Et maintenant, des personnalités comme Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, ou Arianna Huffington, fondatrice du Huffington Post, prennent un sommeil de qualité. Arianna Huffington, d'ailleurs, elle raconte qu'un jour, elle a perdu connaissance tellement elle était épuisée. Et en tombant, elle s'est cassée la pommette, elle a eu des points de suture dans l'œil. Et en fait, depuis ce jour, elle a activement travaillé sur cette cause et elle a écrit un livre qui s'appelle The Sleep Revolution. Je vous le recommande vivement. Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant, parfois si on voit, il paraît que c'est pas étonnant de voir Arianna sur son bureau au Huffington Post en train de faire une sieste, la porte ouverte, les fenêtres ouvertes, pour que tout le monde voit que c'est vraiment quelque chose de sain à faire. Et du coup, la question se pose, comment faire pour mieux dormir ? Déjà, pour commencer, il est important de savoir quel est votre vrai besoin de sommeil. Chaque personne aura besoin de plus ou moins de sommeil, et on sait aujourd'hui qu'en fonction de la saison ou de notre âge, ce besoin peut varier. On a besoin de plus dormir, par exemple, en hiver qu'en été, où les enfants et les ados ont plus besoin de dormir que les personnes âgées. Et Mahalia Grillo, que vous avez écouté dans l'épisode précédent, m'a un jour conseillé de faire l'expérience suivante pour déterminer mon besoin de sommeil à moi. Pendant une semaine, ne pas mettre un réveil et voir en moyenne combien j'avais dormi chaque nuit. Donc une fois que vous avez fait ça, si on reprend nos stratégies, donc d'abord pour la stratégie de la praticité, on peut essayer de rendre notre routine pour aller se coucher plus pratique en enlevant ses lentilles ou ses démaquillants avant le dîner. Comme ça, quand on aura sommeil, on n'aura qu'à se laver les dents et tout de suite après, on pourra aller dormir. Ça sonne contre-intuitif, je sais, mais parfois on est tellement fatigué que rien qu'à l'idée de faire toute notre routine pour aller dormir, on peut retarder notre heure de coucher. On peut aussi rendre plus pratique cette habitude en arrangeant différemment notre chambre, comme par exemple en ayant des lumières tamisées, un lit prêt ou même programmer votre thermostat pour que la température baisse un tout petit peu la nuit. Si on veut monitorer, il y a beaucoup d'applications et d'objets connectés qui vous aident à faire ça. Mais si vous préférez ne pas mélanger la technologie et votre sommeil, vous pouvez aussi garder un petit journal à côté de votre lit pour noter l'heure de coucher et de réveil. Pour les adeptes de la planification, se fixer 1 heure pour se coucher et même mettre une alarme à cette heure marche très très bien. Et on peut aussi tenter quelques règles comme pas plus de 2 sorties en semaine par exemple. Ou alors planifier un rituel pour aller se coucher, un peu comme on planifie un rituel pour le matin. Si vous aimez la stratégie de l'association, vous pouvez prendre une tisane pour commencer votre routine pour vous coucher. Ça va aider votre cerveau à associer la tisane à l'heure de dormir. Vous pouvez aussi vous dire que vous n'avez pas le droit de porter vos pyjamas si ce n'est pas pour dormir. Et peut-être ça vous donnera envie d'aller vous coucher plus tôt. Si vous souhaitez externaliser vos attentes et donc rendre des comptes à quelque chose d'extérieur, vous pouvez vous mettre d'accord avec votre chère moitié pour vous coucher à la même heure et vous dire que en fait, si l'un ne dort pas, l'autre ne dort pas non plus. Donc ça va vous motiver à vous coucher plus tôt pour ne pas voler des heures de sommeil à votre conjoint. Et pour nos amis rebelles, vous pouvez vous dire que vous êtes maître de votre sommeil, que personne ne vous dira quel est le meilleur moment pour aller dormir. Vous allez le faire quand vous aurez envie, mais du coup, allez dormir vraiment dès que les premiers signes de sommeil se présentent. Donc dès que vous bâillez, dès que vous fermez les yeux devant la télé, etc. Ensuite, parlons d'activité physique. Et une chose importante à clarifier est que pour avoir suffisamment d'activité physique, il ne s'agit pas forcément de pratiquer un sport, mais plutôt de bouger son corps suffisamment pour ne pas être sédentaire. Donc, pas de pression. Si vous ne souhaitez pas vous inscrire à une salle de sport ou commencer la course à pied, la marche par exemple est un excellent moyen de donner de la vitalité à votre corps. Et pourquoi il est important de bouger son corps ? Au-delà des risques connus de la sédentarité, comme l'obésité, les risques cardiaques, le diabète, mal au dos, mal au cou, etc., notre corps en fait est une machine qui a été conçue pour bouger. Et dans ma formation de yoga, j'ai appris que si on n'utilise pas nos muscles, on les perd entre guillemets. Notre prof d'anatomie nous parlait du principe « use it or lose it ». Si on ne l'utilise pas, on le perd. Donc bouger suffisamment est un moyen d'entretenir notre corps et de nous assurer qu'il fonctionne correctement.
En plus, on n'est pas des têtes flottantes et je trouve qu'avoir une vraie connexion avec son corps est quelque chose de merveilleux qui pourra vous apporter beaucoup de plaisir et de bien-être. En ayant une activité physique régulière, on apprend à se connaître parce que même si c'est très subtil, parfois, notre corps communique avec nous et nous envoie des signaux sur notre état d'esprit. Et ce n'est pas une coïncidence si on tombe malade physiquement avant de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Donc, si on entretient cette relation avec notre corps, nous devenons plus conscients de notre état d'esprit, de notre état de fatigue, de notre faim, et nous pouvons mieux adapter nos journées à nos besoins. Alors, pour booster notre activité physique, on peut la rendre plus pratique, par exemple, en portant des chaussures confortables. Et oui, je sais, ça sonne évident, mais vraiment, ça fait au moins 7 ans que je ne porte pas de chaussures inconfortables, que j'évite les grands talons, et je peux marcher partout et danser toute la nuit sans problème. Et en plus d'être pratique, quand on est bien dans le basket, pardonnez-moi l'expression, ça se voit, en fait, les gens le ressentent et en fait, on passe un meilleur moment, tout simplement. Si, en revanche, vous souhaitez faire du sport le matin, préparez vos affaires pour que tout soit prêt au réveil. Je sais qu'il y a même des gens qui dorment avec leurs affaires du sport pour qu'au réveil, il n'ait plus qu'à mettre des baskets. Donc si ça marche pour vous, essayez, qui sait, ça peut vous motiver. Pour monitorer votre activité physique, vous pouvez facilement comptabiliser le nombre de pas faits dans la journée grâce à votre smartphone, à votre montre, enfin il y a plein de moyens, et vous fixez des objectifs. Si vous sentez que les fameux 10 000 pas font beaucoup pour vous, prenez un objectif moins ambitieux. L'important en fait est de vous faire bouger plus que d'habitude si vous trouvez que vous êtes sédentaire. Pour planifier, vous pouvez tout simplement ajouter à votre calendrier une pause après votre déjeuner par exemple pour faire une balade et vous changer les idées. Si vous avez l'habitude de voir une personne toutes les semaines par exemple, on peut utiliser la stratégie de l'association et associer ce rendez-vous avec une activité physique au lieu de vous retrouver pour manger par exemple. Et je sais qu'il y a aussi des tapis roulants qui vous permettent de travailler pendant que vous marchez. Donc si vous avez la place dans votre bureau ou dans votre maison pour acheter cet outil, il paraît que ça marche très très bien. Finalement, vous pouvez augmenter la quantité d'activité physique dans votre quotidien en promettant à votre enfant que tous les week-ends vous allez faire une randonnée. Pour ceux qui ont besoin d'une aide externe, les enfants sont des très très bons garants pour vous rappeler vos promesses. Et pour ceux qui n'ont pas d'enfants et qui peuvent le faire, vous pouvez toujours prendre un chien, je vous assure, vous marcherez beaucoup plus. Maintenant, sur nos habitudes alimentaires. Je trouve d'abord que l'acte de manger répond à 3 besoins. D'abord à un besoin physiologique, parce que pour fonctionner, votre corps a besoin de carburant et ce carburant est la nourriture. Ce que vous allez ingérer permettra à vos muscles et à votre cerveau de fonctionner correctement. Vous aidera à réparer des cellules qui en ont besoin, à faire des stocks pour les moments difficiles. Bref, la nourriture permet à votre corps de bien fonctionner et est essentielle pour vous maintenir en vie. Maintenant, imaginez que vous avez une Ferrari. Vous n'allez pas la remplir dans n'importe quelle essence, on est bien d'accord. Vous allez faire en sorte que votre voiture ait un carburant de qualité pour qu'elle fonctionne bien. Et en fait, c'est la même chose avec le corps. Si vous souhaitez vous sentir en pleine forme, essayez de lui donner des choses de qualité. Et sans forcément fixer votre attention sur plein de choses comme le nombre de calories, de lipides, de glucides, l'indice glycémique, j'en passe, enfin il y a plein de choses qu'on nous dit de faire. Moi, je vous dis, essayez plutôt de vous orienter sur des choses fraîches, sur des fruits et des légumes, sur des plats préparés par vous ou faits maison, et par des choses qui ne sont pas industrielles. Donc, plus la liste d'un ingrédient, d'un produit alimentaire est courte, en général, ça veut dire que plus ça sera sain. Encore une fois, c'est général. Et moi, par exemple, j'ai pu ressentir dans mon corps le manque de nutriments, et je peux vous dire que ce n'était pas sympa du tout. On est tout le temps fatigué, sans force, on a vraiment du mal à réfléchir. Et c'est fou parce que quand j'ai recommencé à manger des glucides, j'avais l'impression d'être dopée tellement j'avais la pêche. Mais vraiment, j'en rigole maintenant, mais ça m'a fait comprendre à quel point une bonne alimentation est importante pour le bon fonctionnement de notre système. Ensuite, la nourriture répond à un besoin sensoriel. Et je trouve ça tout à fait normal que pour bien profiter de notre expérience humaine, on ait envie d'explorer le monde grâce à nos sens et prendre du plaisir en mangeant un super dessert ou en buvant un bon verre de vin. Et si vous vous livrez à vos sens et que vous écoutez vraiment votre corps, si vous le faites de façon consciente et profitez de ce moment de plaisir, vous allez remarquer que la première gorgée de vin est exquise,
que la deuxième est très bonne, mais qu'au bout du deuxième ou troisième verre, il n'y a plus cette sensation de plaisir. Votre corps en fait est vraiment fascinant, donc il sait s'autoréguler et saura vous dire à quel moment il faut arrêter de manger ce gâteau ou à quel moment il faut arrêter de boire du vin. Si vous souhaitez avoir un rapport plus sain avec la nourriture, je vous recommande le livre Manger mieux en pleine conscience de Yael Bloch et Ananda Ceballos et le podcast qui est en anglais qui s'appelle Brain Over Binge et qui m'a énormément aidé quand j'ai souffert de hyperphagie, qui est en fait l'acte de manger de façon compulsive après cette première période d'anorexie. Et n'oubliez pas que vous avez d'autres sens en fait et qui peuvent vous procurer beaucoup de plaisir eux aussi. Un massage pour le toucher, une bougie pour l'odorat, que ça soit une belle peinture pour la vue, une jolie chanson pour lui, profitez de ce large choix pour chercher la beauté et le plaisir autre que dans la nourriture. Finalement, il y a l'aspect social, donc le besoin de compagnie. Et je me rends compte que moi, par exemple, je vois mes amis très souvent pour déjeuner ou dîner et rarement pour faire une autre activité. Et c'est très bien en fait parce que c'est un moment agréable de partage, on est assis autour d'une table, on peut discuter. Et pour moi, c'est d'ailleurs le meilleur exemple de la stratégie des associations parce que on associe notre habitude de manger avec notre habitude de passer du temps avec nos proches. Et sur ce point, la seule chose que je voudrais vous dire, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes avec vos proches que vous devez manger quelque chose qui ne vous fait pas du bien. La période des fêtes arrive, à grands pas, et pour moi, ça a toujours été une source de stress de me retrouver dans un repas où on ne mange que des choses que je considérais comme mauvaises, mais j'ai appris avec le temps que les gens qui vous aiment, vos amis, vos proches, vous aimeront même si vous ne voulez pas prendre du foie gras. Donc aujourd'hui, ne vous mettez pas la pression, même si mamie vous resserre. Vous n'êtes pas obligé de manger quelque chose qui ne vous fait pas du bien ou de manger plus du nécessaire. Faites-vous du bien. Vous pouvez aussi en fait apprendre à cuisiner des plats sains et meilleurs pour vous et les faire découvrir à votre entourage. Vous allez voir que le moment passé avec vos proches sera aussi agréable. Dans tous les cas, compte tenu de mon expérience et de mes rapports compliqués avec la nourriture, je peux vous dire que je ne suis pas fan des régimes. Aujourd'hui, je n'ai pas de règles sur ce que je devrais ou pas manger. J'essaye de manger à ma faim, de cuisiner autant que possible et de ne pas me priver. J'essaye surtout de manger en pleine conscience et d'écouter mon corps. Et ça, encore une fois, ce n'est que mon avis. Vous trouverez votre équilibre à votre rythme et par rapport à vos besoins. Donc pour passer à des choses concrètes, voici quelques stratégies que nous pouvons appliquer dans notre quotidien. Pour rendre plus pratique l'habitude de manger correctement, vous pouvez par exemple préparer vos repas à l'avance pour la semaine ou apprendre une ou deux recettes faciles à faire que vous cuisinerez quand vous n'avez pas le temps de faire à manger. Moi par exemple, quand j'ai beaucoup de choses à faire et pas beaucoup de temps pour cuisiner, je prépare soit un kitchari, qui est un mélange de riz et de lentilles, et je vous mettrai la recette dans les notes de l'épisode, ou alors ce que je fais c'est que je coupe des légumes très grossièrement et je les mets dans un four. Et le temps de préparation est vraiment court, et pendant que ce kitchari ou que les légumes cuisent au four, je peux faire d'autres choses comme finir mon travail, ranger la maison ou même faire une petite séance de sport à la maison. Si vous êtes fan de la stratégie de la planification, je vous recommande de vous donner le temps de bien manger et de le faire lentement et de façon consciente. Ou de donner rendez-vous à vos amis ou à votre famille dans des restaurants nouveaux que vous aimeriez découvrir et qui proposent des plats qui vous feront du bien. Pour se servir de la stratégie de l'association, vous pouvez associer ce moment de repas avec un moment de silence. J'ai déjà évoqué l'association entre les réunions sociales et les repas, donc je trouve que de nos jours, il est intéressant de faire l'inverse, de justement faire l'inverse et de retrouver un peu de silence dans nos vies, car le silence devient de plus en plus un luxe. Si votre objectif est de cuisiner pour manger plus sainement, vous pouvez associer le moment de cuisiner avec votre moment pour écouter un podcast par exemple. Et si vous avez besoin d'une aide externe, c'est ici que je trouve que les réseaux sociaux sont intéressants. Donc en postant par exemple des photos de tout ce que l'on mange, on va se sentir responsable envers les personnes qui regardent notre compte, et du coup on va réfléchir 2 fois avant de manger quelque chose qui ne nous fait pas du bien. Finalement, vous pouvez aussi vous dire que l'industrie alimentaire souhaite vous goinfrer des choses qui ne sont pas bonnes pour vous et qu'il n'y a que vous pour décider quoi manger et ce qu'il y a de mieux pour votre corps. Le 4e pilier de Gretchen Rubin est le rangement.
Et je sais qu'on pourrait débattre sur le fait de lui accorder autant d'importance, mais les études montrent que le désordre visuel réduit notre capacité de concentration et d'analyse des informations. Et dans le monde d'aujourd'hui, où on est de plus en plus sollicité, on a de plus en plus de distractions, d'informations dans tous les sens, où on est constamment interrompu, je trouve que le fait de pouvoir agir sur son environnement pour calmer le mental est super important pour notre productivité et bien-être en général. Surtout si vous êtes dans une période de changement, nous l'avons entendu dans le dernier épisode avec Mahalia Griot, avoir un environnement rangé peut vraiment vous aider. Pour cela, alors je suis fan, mais vraiment fan, du travail de Marie Kondo et de sa méthode qui consiste à garder que les objets qui vous apportent de la joie. Elle a écrit un livre qui s'appelle La magie du rangement, best-seller, que je vous recommande évidemment vivement, mais elle a aussi une série sur Netflix que vous pouvez regarder si vous voulez connaître son travail. Et d'ailleurs, Gretchen Rubin s'est intéressée aussi à ce sujet et vient de sortir son dernier livre qui s'appelle Out of Order, Inner Calm. Je ne l'ai pas encore lu, mais je vous laisserai le nom du livre dans le note de l'épisode. Un dernier point avant de passer aux stratégies, une des choses qu'on regarde le plus souvent est l'écran de son portable. Et pour appliquer cette théorie du rangement, j'ai décidé d'organiser et de trier les applications sur mon téléphone il y a 2 ans. Et je trouve que ça marche vraiment bien parce que ça fait vraiment plaisir de voir une interface qui est propre et aérée. Donc je vous recommande de faire du rangement dans votre téléphone aussi. Alors, pour les stratégies. Si l'on veut que ça soit pratique, plus le système de rangement est facile, plus c'est simple de tout garder bien rangé. Si vous lisez ou regardez la série de Marie Kondo, vous verrez plein d'exemples, mais en général, une chose qui marche pour beaucoup de choses est d'éviter de ranger les objets les uns sur les autres et de les ranger plutôt de façon horizontale. Un peu comme les sachets de thé, je ne sais pas si vous voyez, les sachets de thé qui sont rangés dans les boîtes qu'on achète. Comme ça, en fait, on peut prendre une chose sans faire effondrer la pile. Et d'ailleurs, ça me fait penser que pour le rangement, les boîtes sont vos meilleurs amis. Elles vont vous aider à faire des divisions sur vos tiroirs, à ranger des choses facilement, donc ne vous privez pas. Une autre stratégie est de rassembler les objets dans un seul endroit, par catégorie. Donc au lieu d'avoir nos livres par exemple de cuisine dans la cuisine et d'autres livres dans le salon, on va ranger tous les livres dans le salon par exemple. Pour faire du monitoring, ce n'est pas très évident quand on parle de rangement, mais en fait ce qu'on peut faire c'est qu'on peut surveiller nos achats, car plus on a de choses, plus on a de mal à les garder toutes rangées, surtout si on vit dans un appartement parisien qui est tout petit. En ce moment, il y a beaucoup de personnes qui essayent de limiter le nombre d'objets qu'elles possèdent et elles vont créer par exemple un garde-robe avec uniquement 10 pièces par saison. Moi je l'ai fait et c'est vraiment intéressant et libérateur. On peut aussi planifier du temps pour ranger ou faire le tri toutes les semaines ou tous les mois par exemple. Ou alors, on peut appliquer cette stratégie tous les jours en faisant un rangement de son bureau en fin de journée. Et je vous garantis que le lendemain matin, quand vous arriverez à votre bureau bien rangé et propre, vous vous sentirez d'attaque pour recommencer votre journée de travail. Pour appliquer la stratégie de l'association, on peut par exemple se dire qu'à chaque fois qu'on se déplace à la maison ou dans l'appart, on va prendre un objet qui appartient à la partie de la maison où on se dirige. Donc par exemple, si je suis dans le salon et que je vais à la cuisine, je vais prendre mon mug pour le mettre dans le lave-vaisselle. Et au retour, je vais prendre le livre que j'avais laissé dans la cuisine pour le remettre dans la bibliothèque du salon. Pour vous donner un autre exemple, j'associe mon habitude de parler avec ma mère tous les jeudis avec l'habitude du ménage. Donc, je vais plier le linge pendant que je parle avec elle. Finalement, un bon moyen de rendre compte aux autres pour améliorer notre habitude de rangement est d'inviter nos amis et notre famille à la maison. C'est une chose qui marche à tous les coups et qui vous motivera à garder votre maison impeccable pour recevoir vos proches. N'oubliez pas, les 4 fondamentaux et choses très importantes, surtout en période de changement, sont avoir un bon sommeil, avoir une activité régulière, avoir un rapport sain avec la nourriture et garder votre environnement rangé. Et je voudrais conclure en vous lisant un passage d'un livre que j'ai lu cette semaine. Soyez toujours gentil et aimant envers vous-même. Ayez confiance en ce que vous ressentez. Ne forcez jamais rien. Il a fallu du temps pour devenir ce que vous êtes et il en faudra encore pour changer. La semaine prochaine, vous écouterez la 2e interview de ce podcast avec une professeure de yoga que j'adore, Marie-Salomé Meunier, qui nous expliquera
comment le yoga peut nous aider à accepter et à mieux traverser les périodes de changement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le partage de mes lectures, des expériences personnelles et des interviews vous plairont et vous aideront si vous êtes comme moi, en train de vivre un changement dans votre vie. Si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter sur YouTube, Facebook, Instagram @hdc.podcast, m'envoyer un mail à l'adresse hdc.podcast@gmail.com, hdc comme histoire de changer, ou bien vous pouvez partager votre histoire sur les commentaires iTunes que je lirai sur les prochains épisodes. Prenez soin de vous et à la prochaine fois. Expand your horizons in all directions at once.